Sandra. On ne sait pas, en réalité. Oui, il ne va pas diviser, hein. Ça ne va pas être le Valls qui voulait défourailler contre l'ensemble du PS, qui disait que c'est une vieille machine dont il fallait se débarrasser, ou à tout le moins changer complètement. On ne sait pas si ça va être un discours d'affirmation idéologique, il en a fait beaucoup, ou un discours, si j'ose dire, pour s'en débarrasser, pas avoir de problème avec le PS, ou un discours, il va nous annoncer quelque chose à nous autres, peuple français, par-delà les militants socialistes. Manuel Valls va commencer à parler, on l'entend. Cher Jean-Christophe, cher Alain Claes qui nous reçoit dans ta belle ville de Poitiers, cher Benoît Tirant dont la fédération de la Vienne nous accueille, chers délégués, chers amis, mes camarades. Un congrès, j'en ai fait quelques-uns, est toujours un moment important pour notre formation politique. Certains ont marqué pour de bonnes raisons, et ce sera le cas pour Poitiers, j'en suis convaincu. D'autres pour de moins bonnes. Mais tous ces congrès ont eu un point commun. Ils ont exprimé une exigence, un socialiste, peut-être de toutes les régions, de toutes les fédérations, de toutes les motions, de toutes les sensibilités. Eh bien, ce socialiste, on peut tout en dire, mais il sera toujours exigeant. Et je crois que l'exigence, c'est le mot qui résume le mieux la gauche, son esprit. Alors, je vais essayer, devant vous, d'être à la hauteur de cette exigence, la vôtre, qui est également, bien sûr, celle des Français. Voilà 3 années que nous sommes aux responsabilités. 3 années que nous relevons notre pays sous l'impulsion de François Hollande, parce que nous croyons profondément, intensément à la France. Nous sommes un grand pays, oui, un grand pays, avec sa métropole, ses territoires, ses outre-mer, ses 2 millions de Français qui vivent et qui travaillent à l'étranger. Nous sommes un grand pays, avec notre belle langue, notre culture qui rayonne dans le monde. Nous sommes un grand pays avec une grande ambition pour lui et pour le monde. Regardez autour d'elle, au-devant d'elle-même. Ça a toujours été cela la France. La France, c'est une vieille nation, certes, mais c'est un pays jeune. Il y a des difficultés, des défis, bien sûr, mais le champ des possibles est infini pour une nation innovante, audacieuse, entraînante comme la nôtre. Moi, comme vous, je veux qu'on l'aime beaucoup plus, la France. Elle le mérite. Et il nous appartient à nous, socialistes, de le dire, car la gauche est grande quand son destin se confond avec celui de la France. Assumer les responsabilités n'est jamais chose facile. Il y a les obstacles, les combats, les incompréhensions, les colères, les déceptions. C'est la réalité du pouvoir. Nous ne l'ignorons pas. Nous l'avons aussi éprouvé à l'occasion des différents scrutins locaux. Mais c'est aussi l'honneur de gouverner. C'est l'honneur des socialistes que d'assumer cette belle responsabilité avec un seul objectif, réussir. À 19 ans, en 1980, 6 mois après le 10 mai, je participais à mon premier congrès, le congrès de Valence. C'était un autre temps, un autre monde aussi. Mais j'ai retrouvé une phrase de François Mitterrand qui, dans un mot à l'adresse des congressistes, des militants, évoquait les enjeux d'alors pour les socialistes. Voilà ce qu'il disait. Le Parti socialiste saura, j'en suis sûr, relever le défi que lui lance l'exercice du pouvoir. 34 ans plus tard, on ne doute plus que les socialistes soient capables d'exercer les responsabilités. Ils l'ont démontré. Mais les mots de François Mitterrand n'ont pas perdu de leur actualité, même si nous avons changé d'époque et de monde. Il y a 25 ans, le mur de Berlin est tombé, et avec lui, une lecture claire des enjeux entre 2 blocs.
Nous sommes aujourd'hui, je ne vous apprends rien, dans une économie ouverte qui a rendu les solutions purement nationales inopérantes. Nous assistons au déplacement du centre de gravité du monde avec l'émergence de nouveaux géants, de pays continents qui viennent rebattre les cartes. Les marchés sont sans frontières, la concurrence est rude, parfois terrible, et le coût de la main-d'œuvre, l'innovation, l'avance technologique, la robotisation sont devenus des facteurs déterminants. Tous ces bouleversements ont percuté de plein fouet le logiciel de la gauche, son rapport au monde, à l'État, au travail. Nos analyses et nos solutions ont perdu de leur éclat, alors que nos ambitions, elles, n'ont rien perdu de leur splendeur. Dure équation à résoudre. Mais être de gauche, ce n'est pas faire le choix de la facilité. C'est souvent défier la fatalité, aller à l'encontre des vents dominants, d'un ordre soi-disant naturel, pour y substituer la justice sociale. Ce combat est difficile, âpre. Il n'en est que plus beau, que plus indispensable. Notre monde est multipolaire, mais il est surtout instable et traversé de nouvelles tensions. Aux portes de l'Europe, en Ukraine, on entend à nouveau les grondements de la guerre. Au Moyen-Orient, l'affrontement entre sunnites et chiites redessine frontières et influences. Le sunnisme lui-même se déchire dans la tentation de l'extrémiste, frère musulman salafiste, qui cherche à étendre jusqu'en France son influence pernicieuse. La Russie et l'Iran, grandes nations, tentent d'imposer à nouveau leur influence. Notre propre modèle démocratique, celui des Lumières, que certains ont cru voir triompher, ils y ont même vu la fin de l'histoire, est remis en cause de manière violente. Le djihadisme, l'islamisme radical ont fait leur entrée par effraction dans notre modernité, en terrorisant, assassinant, anéantissant, en embrigadant des individus parfois jeunes qui partent, prennent les armes, volent des vies en sacrifiant la leur. Face à cela, nous n'avons pas le droit de faiblir. C'est sans doute le grand combat de notre temps. Et la France, avec sa diplomatie, et je veux saluer la présence de Laurent Fabius, grand ministre des Affaires étrangères, à la tête de notre diplomatie. Et la France, avec sa diplomatie, avec ses armées, et je veux saluer le rôle de Jean-Yves Le Drian à la tête de nos armées. Et la France, avec sa diplomatie, ses armées, mène ce combat avec la plus grande détermination. La France est à la hauteur de son rang de grande puissance. Elle est intervenue au Mali, au Sahel, en Irak, pour combattre Daesh. Soyons fiers de nos soldats, de celles et de ceux qui défendent nos valeurs et notre drapeau. Et mes chers amis, mes chers camarades, parce que c'est lui qui est en charge de l'essentiel, soyons fiers aussi du président de la République qui incarne avec courage la voix de la France. Dans ce monde je suis persuadé que François est en train de vous entendre. Et ces applaudissements sont importants parce qu'il est un grand président de la République et parce que le pays doit le savoir et parce que le monde a besoin de la France et parce que le monde sait quel est le rôle de François Hollande. Chers amis, dans ce monde globalisé, l'État-providence sur lequel notre modèle de solidarité repose doit faire face à la fragilité de son financement. Plus largement, c'est la force des États, économiques, diplomatiques, stratégiques, qui chaque jour est éprouvée. Et ce, alors que la construction européenne, cette grande aventure de l'après-guerre, ploie sous les populismes. C'est dans ce monde
qu'il nous faut redéfinir nos cadres de pensée. Pensée globale face à des enjeux gigantesques que nous devons affronter solidairement pour ne pas périr demain collectivement. D'abord, l'ultimatum environnemental, réchauffement climatique, élévation du niveau de la mer, bouleversement de notre écosystème, c'est sans doute l'enjeu le plus puissant, le plus pressant, le plus présent. La conférence Paris Climat 2015 est une formidable opportunité pour nous, Français, qui allons mobiliser tous nos talents, toute notre énergie, tout notre savoir-faire en décembre pour que jaillisse un monde nouveau. Et pour nous, socialistes, car au fond, qu'y a-t-il de plus noble, de plus conforme à notre idéal que celui d'exercer et de prouver notre solidarité avec le reste du monde? Autre enjeu, les flux planétaires de migrants qui mettent notre continent, l'Europe, face à ses responsabilités. Assurer l'asile, cette belle idée, ce beau geste, cette nécessité, mais aussi organiser et réguler l'immigration avec fermeté et humanité, et en bâtissant d'abord un nouveau partenariat avec l'Afrique qui, malgré ses défis colossaux, s'affirme de plus en plus comme le continent de demain. C'est donc dans ce monde-là, dans ce nouveau monde, qu'il nous faut trouver de nouveaux horizons porteurs d'espérance et de progrès. Dans ce monde, ONG, réseaux sociaux, lanceurs d'alerte portent de nouvelles exigences citoyennes qui font tomber, bien sûr, des dictatures, mais qui transforment aussi nos démocraties représentatives, bousculent nos vieux partis et la manière d'exercer le pouvoir ou de faire de la politique. Le monde change à grands pas. Le monde est en ébullition et ce monde, je vous le disais il y a un instant, a besoin de la France. La France ne peut rester passive. Elle doit s'adapter pour être plus forte. Mais là où la droite et les déclinistes nous expliquent matin et soir que nous sommes condamnés à nous adapter coûte que coûte, la gauche, elle, doit affirmer une autre voie, une autre adaptation. La gauche, première, deuxième, troisième, peu importe le chiffre et les étiquettes, la gauche, ce n'est ni une fuite en avant, ni un immobilisme. C'est un mouvement généreux. C'est la certitude que notre pays peut tenir son rang parmi les grandes nations sans abandonner son idéal de solidarité et de protection. C'est une France plus forte, car plus juste. Et si certains s'interrogent parfois sur ce que cela veut dire être de gauche, elle est là, la définition. Une France plus forte, car plus juste. Nous voulons adapter, renouveler, anticiper, mais jamais en sacrifiant certains, ceux qui n'iraient pas assez vite ou qui ne seraient pas assez forts. S'adapter au monde d'aujourd'hui, préparer celui de demain, c'est d'abord réformer pour retrouver la croissance. En 2012, nous avons trouvé une économie dégradée, une compétitivité détériorée, une croissance en berne, des déficits publics insupportables, une école malade de ses inégalités, et nous ne l'avons pas assez dit. Nous ne l'avons pas assez dit, et pourtant, c'était ça l'état dans lequel la droite a laissé le pays. Tous nos efforts depuis 3 ans, et je veux dire mon plaisir, mon honneur qui a été d'être dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, que je salue, et dont je sais la tâche qui a été la sienne à la tête du gouvernement de la France. Tous nos efforts depuis 3 ans ont visé de manière patiente, méthodique. Il ne s'agit pas de chiffres ni de courbes, mais il s'agissait de créer les conditions de la reprise. Et les premiers résultats sont là. Oh, bien sûr, ils tardent à venir. Les Français ne le voient pas encore. Mais si personne ne le dit, qui d'autre que nous peut le dire alors? La consommation des ménages est repartie. Les chefs d'entreprise recommencent à investir. Les investisseurs étrangers ne s'y trompent pas, qui font de nouveau le choix de la France. Et surtout après des années de crise et de stagnation, la croissance revient en France et en Europe, certes. Elle est fragile, trop faible encore. Elle dépend de facteurs extérieurs également, pétrole,
taux d'intérêt. Mais nous sommes à ce moment décisif où notre pays crée à nouveau de la richesse. Cette richesse, nous avons voulu qu'elle bénéficie avant tout aux ménages des couches populaires, aux ménages aussi des classes moyennes. Et après une première baisse en 2014, ce sont 9 millions d'entre eux qui verront cette année leur impôt sur le revenu baisser dès la rentrée du mois de septembre. C'est du concret. Nous baissons les impôts et au fond, c'est la première réforme fiscale, tout en continuant à baisser la dépense publique. Mais le sérieux budgétaire, ce n'est pas l'austérité. Nous continuons de financer nos priorités, l'école, la justice, la sécurité, l'emploi, et nous veillons à ne pas casser la croissance. Mais, et nous le savons, il y a ce douloureux paradoxe d'une croissance qui revient sans que le nombre de chômeurs ne baisse. Faire baisser le chômage, c'est la première exigence des Français. C'est donc notre première priorité. C'est l'engagement du président de la République. Et je vous le dis, mes amis et mes camarades, nous tiendrons cet engagement et nous réussirons ce défi parce que les Français l'attendent. Donc, nous devons continuer à réformer. Il n'y aura pas de pause pour amplifier encore la croissance, pour plus d'emplois. Nous devons construire une économie compétitive avec des entreprises qui font le pari de la recherche et de l'innovation, qui osent donner leur chance aux plus jeunes et valoriser l'expérience des seniors. La gauche a évolué dans son rapport aux entreprises, comme tous les Français d'ailleurs, qui plébiscitent largement les petites et moyennes entreprises. Les entreprises, sans ignorer bien sûr la réalité de certaines d'entre elles, ce ne sont pas juste des rapports de pouvoir et d'exploitation. Elles sont aussi ces communautés humaines de salariés qui la font vivre. Elles sont ces lieux où l'on crée de la valeur. La réalité de la vie des gens, des salariés de ce pays, ce n'est pas le CAC 40, c'est la multitude des petites et moyennes entreprises. Et d'ailleurs, ce concept d'entreprise, c'est en réalité une grande diversité qui se dévoile, de l'artisan à la PME, de la start-up au grand groupe mondialisé, de l'entreprise privée à l'entreprise publique. Et ce sont elles, toutes ensemble, qui doivent créer ce souffle vital de la création d'emplois. Et si nous allégeons le coût du travail, c'est pour cela. Si nous simplifions, c'est pour cela. Si nous nous attaquons à la rente, aux professions réglementées, aux positions acquises, à tous ces freins qui découragent la prise d'initiative, c'est pour cela. Si nous donnons aux entreprises plus de souplesse en réformant le marché du travail, c'est pour cela. Pour cela encore que nous encourageons l'investissement, grâce au programme d'investissement d'avenir qui engage des financements massifs au service de la recherche et de l'innovation, grâce au crédit d'impôt recherche, reconnu, n'est-ce pas Alain, et salué partout dans le monde, grâce à la Banque publique d'investissement qui met la finance au service de l'économie réelle, grâce enfin à tout le potentiel du numérique. Le label French Tech fait d'ores et déjà de la France la championne des jeunes pousses inventives. Nos compétences sont reconnues dans le monde entier. Oui, notre politique vise à redresser le pays et à redonner de la force aux entreprises parce qu'elles créent de la richesse et ainsi on peut créer de l'emploi. Et l'innovation est la clé. Et l'innovation, c'est une agriculture incarnée aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, que je salue aussi. C'est une agriculture, cette force, cette identité même de la France qui mise sur la qualité et sur les nouveaux modes de production. C'est une industrie qui invente aujourd'hui les produits de demain, une industrie qui se réinvente, car la France doit demeurer un grand pays industriel avec ses ouvriers, ses cadres, ses ingénieurs, ses apprentis et tout leur savoir-faire. L'innovation, c'est l'économie verte qui recèle tant de gisements d'emplois, qui marie préservation de l'environnement et prospérité économique. Nous développons les énergies renouvelables tout en soutenant, en transformant cette filière d'excellence qu'est le nucléaire français, et cela est dans la grande loi de transition énergétique portée par Ségolène Royal. C'est enfin à l'échelle de l'Europe, oui de l'Europe, Claude Barthelone avait bien raison, que nous devons créer de la croissance. Nous devons bénéficier
de sa force de frappe considérable. Je parle de l'Europe, pas seulement de Claude Barthelone. L'Europe, ces dernières années, n'a été trop longtemps que discipline et surveillance. Les considérations comptables avaient remplacé le projet politique. Alors nous avons agi et nous devons le reconnaître avec le président de la République depuis 2012 pour remettre dans une Europe dominée par les conservateurs la croissance au cœur de ce projet. Et les lignes ont bougé. L'euro, c'est un combat que j'ai mené avec d'autres, a considérablement baissé. C'est bon pour nos entreprises qui exportent. Le plan Juncker de 315 milliards d'euros investit notamment dans des projets français pour la transition énergétique ou pour les PME innovantes. L'Europe, ça doit être l'emploi, ça doit être un message d'espérance pour la jeunesse, mais cela ne doit jamais être la concurrence sans merci entre les travailleurs. C'est pourquoi nous voulons encadrer davantage le recours aux travailleurs détachés. C'est pourquoi nous défendons l'objectif d'un revenu minimum dans tous les États membres. Nous devons enfin construire cette communauté de pays qui harmonisent leur action économique, fiscale, sociale pour avancer ensemble, car il y a trop de distorsions. Nous devons construire cette gouvernance économique et monétaire de l'Europe et de la zone euro, cette Europe intégrée, cette Europe politique qui répond efficacement aux enjeux de notre temps, la croissance, l'emploi, l'immigration, la protection, la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme. L'histoire n'attend pas et l'Europe peut sortir de l'histoire si elle ne renoue pas avec son projet. Alors, à nous de redéfinir le projet européen, à nous de stimuler la croissance qui repart, à nous de faire en sorte que l'Europe prenne ses responsabilités dans les grands conflits du monde. Nous avons une voix. J'entends bien ce qui se dit sur d'autres gauches qui surgissent, mais nous avons une autre voix. Elle est essentielle, elle est importante et nous la portons aussi. C'est la voix des sociaux-démocrates européens et à nous de la faire fructifier, à nous de la faire porter, car l'Europe est plus que jamais notre horizon. Et moi, j'espère que d'abord au Portugal et en Espagne, ce seront les socialistes qui remporteront le pouvoir pour gouverner et pour rejoindre la voie de la France pour une Europe de croissance et de prospérité. Chers amis, nous réformons, nous agissons, mais tout ce que nous faisons pour notre économie ne portera pleinement ses fruits que grâce à un dialogue social renforcé et modernisé. Tout simplement parce qu'à la différence de certains, nous n'opposons pas les droits des salariés et la performance des entreprises. Les deux doivent aller ensemble. Et notre méthode pour créer de nouveaux droits, je pense au compte personnel d'activité ou à la prise en compte de la pénibilité, c'est le dialogue social. Nous l'avons étendu pour la première fois, grâce à la loi portée par François Rebsamen, à tous les salariés, quelle que soit la taille de leur entreprise. Nous l'avons rendu moins formel, plus simple, plus efficace. Et la base du dialogue social, c'est tenir ses engagements. Aujourd'hui, qui joue le jeu? Dans le syndicalisme, ceux qui recherchent des solutions concrètes et négociées, des compromis équilibrés, cela marque des points, tout simplement parce qu'ils sont en phase avec les attentes des salariés, des ouvriers, lucides sur la nécessité de changer. Mais, du côté du patronat, lorsque j'écoute certains dirigeants du MEDEF, qu'est-ce que j'entends? Une plainte permanente, un discours anxiogène sur la peur d'embaucher. Des représentants du patronat, pas tous, mais des représentants du patronat, nous attendons autre chose, une attitude d'entrepreneur, un discours sur l'envie d'investir, de se battre sur les marchés, d'innover, de former des jeunes, d'embaucher, une fierté au fond, un sens des responsabilités, un patriotisme au niveau de l'effort consenti par la nation. Et surtout, aujourd'hui, nous attendons qu'ils tiennent leurs engagements. Des engagements ont été pris, signés même,
en contrepartie des aides du pacte de responsabilité et de solidarité. Nous évaluerons avec les partenaires sociaux et les parlementaires la tenue de ces engagements. Ce rendez-vous approche. Chacun prendra ses responsabilités et le gouvernement prendra les siennes. Mes chers amis, en 3 ans, nous avons fait des choix, nous avons réformé et la France avance. Je suis lucide, moi aussi. Je connais la souffrance de ceux qui sont au chômage, dans la précarité, de ceux qui subissent la violence d'un licenciement. Je n'ignore rien, aucun d'entre vous d'ailleurs ne l'ignore, des fractures territoriales et sociales, de la désespérance, des brûlures, de la crise et du chômage de masse. Mais il ne suffit pas de décrire, il faut agir, c'est notre mission. Et je veux, c'est un message important, que nous regardions vers l'avenir avec confiance. Nous poursuivons ce grand mouvement que nous avons engagé et nous allons réussir en accompagnant la création d'emplois dans les TPE et les PME, en levant ce qui peut freiner l'embauche encore et dès mardi, après une réunion autour du Président de la République, je présenterai de nouvelles mesures, en présentant aussi une grande loi sur le numérique qui nous permettra de poursuivre sur le chemin de l'innovation, en engageant, c'est une attente des Français, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, première étape d'une modernisation de notre imposition. Je connais nos débats. Le gouvernement est attentif, à l'écoute de ce qui se dit dans le parti, aux attentes exprimées par les socialistes et d'ailleurs tous les socialistes membres du gouvernement, et à commencer par le Premier ministre, ont signé la motion dont le premier signataire était Jean-Christophe Cambadélis. Nos débats peuvent porter sur la hiérarchisation de telle ou telle priorité, les modalités de telle ou telle réforme, c'est normal. Mais jamais aucun d'entre nous ne remet en cause, je le sais, l'esprit de réforme. Nous sommes fidèles, oui fidèles, à l'action de Pierre Mauroy, à qui vous rendrez hommage demain, qui, comme premier secrétaire, avait inscrit dans nos textes l'identité réformiste du Parti socialiste. Et oui, nous sommes tous des réformistes. Réformer est une nécessité, mais cela ne peut pas être une destination en soi. La gauche, je la veux généreuse, je la veux efficace, qu'elle réponde aux besoins d'adaptation, mais aussi à l'inquiétude, aux besoins d'enracinement, de partage, de reconnaissance de chaque citoyen. Parce que nous sommes progressistes, nous ne voulons pas d'un individu malmené, déraciné, inquiet dans un monde sans solidarité, où chacun serait un loup pour chacun. Et donc, nous devons bâtir sans cesse la République. Parce que la République, la nation, la patrie garantissent notre unité, notre cohésion. S'il y avait un seul message à retenir du 11 janvier, ce serait celui-là, en brandissant les drapeaux, en chantant la Marseillaise, en cherchant ce regard fraternel dans le regard de l'autre. Les Français ont dit avec force, alors que l'on en doutait souvent, leur volonté d'avancer ensemble, de partager les mêmes souffrances, mais d'abord les mêmes joies et un même destin. Bien sûr, ce jour-là, tout le monde n'était pas au rendez-vous. Et nous devons nous atteler à cette reconquête des cœurs et des esprits, ce qui demande aussi de parler de la République avec le cœur, de parler de cette République forgée par le courage des soldats de Valmy et l'audace de ceux qui ont osé abolir tous les privilèges. Cette République portée à bout de bras par nos poilus dans les tranchées, puis restée secrètement blottie dans les cœurs de tous les résistants avant d'être ravivée par le programme du Conseil national de la résistance et toutes ces grandes conquêtes sociales. La République, elle est ferme, elle doit l'être. Et je veux saluer l'action de Bernard Cazeneuve, notamment quand il décide d'expulser le père de Mohamed Merah, qui n'avait rien à faire sur le sol français. Oui, la République, elle doit être ferme, ferme. C'est ce que les Français attendent de nous. Mais la République, elle doit être aussi bienveillante. Oui,
la bienveillance, la générosité. C'est une volonté chevillée au corps de considérer l'autre, de considérer que ses difficultés sont aussi les nôtres. Alors, je souffre, comme vous, quand j'entends la droite, une partie d'entre elles en tout cas, parler de la République, car elle n'en conserve que le vernis. Elle en a oublié le sens. Derrière cette guerre du langage, ce trafic d'appellations, cette privatisation d'un bien commun, il y a une duperie. Cache le rhabillage de l'UMP, c'est manque abyssal d'idées. C'est la synthèse entre les fausses promesses de 2007 et le discours halluciné de Grenoble. En guise de renouveau, on nous propose un grand retour en arrière. Quand la droite n'a rien à dire, et elle n'a rien à dire, elle renvoie aux clichés, à la facilité et aux caricatures, celle d'une gauche, soi-disant laxiste, qui nivellerait par le bas ou qui aurait même trahi la République. Elle renvoie aux clichés. Renvoyons-la sereinement à son bilan, dette, déficit, services publics abîmés, postes de policiers, gendarmes, soldats, infirmières, enseignements supprimés, justice malmenée, délinquance en hausse, stigmatisation des étrangers. Alors, j'invite le président ou le chef de l'opposition à méditer sur le passé avant que d'envisager l'avenir, ou plutôt de chercher sa revanche sur nous, c'est normal, sur ses amis, on peut le comprendre, sur lui-même, c'est un problème douloureux, sur les Français, ça nous ne l'acceptons pas. Faire de la politique, faire de la politique, c'est servir les autres et non pas régler des comptes personnels. Faire de la politique, et plus encore quand on a été président de la République, c'est tirer son pays vers le haut, élever le débat et non pas plonger des deux pieds dans l'outrance et la hargne. Faire de la politique, c'est débattre, argumenter, ce n'est pas vociférer ou insulter. Par ses pratiques dans l'opposition, Nicolas Sarkozy est déjà un problème pour le pays. Et moi, comme vous, parce que nous sommes tout sauf des laxistes, je ne veux pas que Nicolas Sarkozy récidive, qu'il fasse à nouveau ce qu'il a fait à notre pays quand il était au pouvoir. Et je ne veux pas qu'il continue d'ouvrir un peu plus la porte à cet ennemi redoutable qu'est l'extrême droite. Lors des dernières élections départementales, le Front national a montré, sur fond de résignation, combien il avançait dans nos campagnes ou dans nos villes ces mauvaises solutions. C'est pour cela que j'avais appelé à s'engager pleinement dans la bataille. Et en décembre, nous mènerons à nouveau ce combat. L'extrême droite prétend parler au nom du peuple. Elle ne ferait que trahir ses intérêts, ceux des plus modestes, des retraités, des familles, des petits entrepreneurs ou des commerçants. Elle parle de patriotisme, mais son projet vise à nier tout ce qu'est notre pays et sa grandeur. Un pays qui se projette vers le monde, qui croit en son destin, un destin arrimé à l'Europe. L'extrême droite voudrait nous rétrécir. Elle voudrait que nous abandonnions le combat. Non, je ne crois pas qu'avant, c'est mieux. Je ne crois pas qu'un grand pays comme le nôtre se sauvera en abandonnant ses ambitions, sa générosité, son universalisme, en tournant le dos à l'Europe. Je ne crois pas que défendre notre patrie, ce soit trahir son héritage, renier son passé et ses valeurs. Face à l'adversaire, la droite, et face à l'ennemi, le Front national, nous n'avons pas le droit d'échouer, de manquer au peuple français. Mais soyons lucides,
Si tant de citoyens tournent le dos au débat public, s'ils jugent que l'on parle trop et mal de la République, c'est qu'ils ont le sentiment que ce bien commun ne leur appartient plus, que la République même a reculé dans leur vie quotidienne. Eh bien, notre devoir, c'est d'œuvrer obstinément pour faire vivre cette République, pour la réarmer, pour la rendre palpable, vivante, pour la faire aimer. La République, c'est d'abord cette liberté conquise de haute lutte. Les citoyens sont des êtres libres et autonomes qui adhèrent volontairement aux valeurs, aux principes qui nous unissent. Ils ont des droits et aussi des devoirs. La République, c'est l'autorité, c'est le respect de la loi, c'est l'ordre républicain, c'est l'ordre juste, c'est la liberté ordonnée, cher Jean-Christophe. C'est la protection due à chacun, c'est la sécurité. Et la gauche a profondément évolué sur cette question. Elle l'a prise à bras-le-corps, souvent grâce au travail des maires et des élus de terrain. Et elle obtient des résultats. La délinquance baisse. Jamais, je vous le dis, jamais dans son histoire, la gauche et les socialistes n'ont été aussi crédibles pour assurer à la fois l'ordre public et combattre le terrorisme. La République, c'est aussi la laïcité qui organise notre vie collective. Elle n'a pas besoin d'être qualifiée ou interprétée, elle a juste besoin d'être appliquée. La laïcité est ce rempart contre tous les intégrismes, tous les communautarismes, les pensées rétrogrades qui enferment les femmes notamment dans leur vie ou bien derrière un voile. La laïcité, elle protège, elle fait que tous les citoyens peuvent pratiquer leur religion dans la même dignité. Elle fait, je ne me laisserai jamais de le dire, que les musulmans de France n'ont pas à avoir honte d'être musulmans et les juifs de France n'ont pas à vivre dans la peur. La laïcité, c'est le refus des amalgames, c'est la différence entre le fidèle et le citoyen. Et nous voulons rassembler, apaiser le racisme, l'antisémitisme, alors qu'on a crié « mort aux Juifs » dans les rues de Paris, les actes anti-musulmans, anti-chrétiens, la haine de l'autre, l'homophobie, le sexisme sont des délits qui désagrègent notre société. Nous ne devons rien laisser passer, nous ne laissons rien passer, aucun acte, aucun geste, aucun mot, aucune insulte. C'est notre grande cause nationale et nous le faisons en rassemblant, sans stigmatiser. Nous ne voulons pas faire de l'islam le seul débat dans la société française pour prospérer sur la haine de l'autre et courir derrière l'extrême droite. C'est à nous. Et si on se pose parfois la question du rôle des socialistes, il est là. C'est à nous de transmettre, d'expliquer, de redire notre histoire, nos valeurs, pour que l'on arrête de tout confondre. Liberté d'expression et blasphème, caricature et stigmatisation, humour et intolérance. Voilà pourquoi nous étions tous Charlie le 11 janvier et voilà pourquoi nous le demeurons. La République, c'est enfin l'égalité. Et c'est sur cette égalité que je veux insister. Car depuis cette nuit révolutionnaire du 4 août, c'est l'égalité qui a fait avancer notre nation. Pourtant, là aussi, cette promesse d'égalité résiste de moins en moins à la réalité des faits, à la réalité de ce que vivent nombre de nos concitoyens, dans les milieux populaires comme dans les classes moyennes. Voilà donc ce qui a été et ce qui doit toujours être le combat de la gauche. Les inégalités au quotidien, c'est d'abord celles produites par notre système scolaire,
où les enfants d'ouvriers ont bien moins de chances de réussir, où les classes préparatoires, les grandes écoles, restent toujours, trop souvent en tout cas, l'apanage d'un milieu social qui connaît les règles et qui maîtrise les codes. C'est aussi l'expérience répétée que vit une partie de notre jeunesse, mais pas seulement, et c'est également l'élu d'Évry qui vous parle, celle de ne pas accéder à l'emploi, à un logement, à cause de son nom, son prénom, sa couleur de peau, son adresse, ou parce que l'on est une femme, ou que l'on est jugé trop vieux, ou que l'on souffre d'un handicap. Les inégalités sont là, elles se sont accrues fortement, elles touchent toujours les mêmes, alors que ce sont toujours les mêmes qui s'en sortent. Il y a donc une défiance, un doute profond qui s'est installé dans notre pays parfois. Cela permet de comprendre pourquoi des parents veulent éviter telle ou telle école pour leur enfant, parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, l'école de leur quartier ne leur donne pas toutes les chances pour réussir. Il y a un doute sur le fonctionnement de notre éducation, de notre fiscalité, de notre justice, de notre système de santé et de solidarité, sur nos institutions démocratiques. Pour dire les choses simplement et crûment, beaucoup ne croient plus en l'égalité, et certains, ce sont toujours les mêmes d'ailleurs, en profitent pour tenter de s'en débarrasser, avec leurs éternelles confusions entre égalitarisme et égalité, entre solidarité et assistanat. Ce qu'ils veulent, c'est le chacun pour soi, le tous contre tous, affirmant à mots couverts, ou de moins en moins d'ailleurs à mots couverts, que l'égalité, ce n'est pas moderne, que c'est de l'histoire ancienne, alors que pour nous, c'est le sens de l'histoire. Alors ce combat pour l'égalité, il faut le reprendre, mais concrètement. Et concrètement, cela veut dire assurer l'égale dignité, l'égale considération de tous. Cela veut dire prendre en compte la condition de chacun. C'est ce que nous avons fait dès 2012 avec la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt. C'est ce que nous avons fait avec la réforme des allocations familiales. C'est ce que nous avons fait avec Marisol Touraine, avec la généralisation du tiers payant chez le médecin. C'est ce que nous avons fait avec l'impôt sur la fortune pour que chacun contribue à la mesure de ses moyens. C'est ce que nous avons fait avec la loi sur l'égalité femmes-hommes et la parité. Et c'est ce que nous avons fait, et nous n'avons pas à nous en excuser, en donnant, avec Christiane Taubira et avec la majorité de gauche, enfin, aux couples de même sexe, le droit de se marier. Voilà ce que nous faisons. Voilà ce que nous faisons. Ne l'oublions pas. Voilà ce que nous allons continuer à faire. Nous voulons l'égalité. L'égalité réelle, pas l'égalitarisme. Et ça passe bien sûr par l'école. Cette école qui porte la promesse d'un avenir meilleur pour tous nos enfants doit redevenir le lieu de tous les possibles. Et d'abord pour les milieux populaires, dans les quartiers comme dans les zones périurbaines ou rurales, et pour les classes moyennes. Le savoir, la connaissance, l'instruction, c'est leur premier capital. Alors oui, soyons fiers d'avoir réformé l'école primaire, car c'est là que les mauvais départs se prennent. Maîtriser sa langue, lire, écrire, compter, c'est d'abord là que cela se passe. Soyons fiers d'avoir refondé l'école avec Vincent Peillon, refait du budget de l'éducation, le premier de notre nation, restaurer la formation des maîtres. Soyons fiers parce qu'il n'y a pas que des courbes, parce qu'il n'y a pas que des graphiques, parce qu'il y a des réalités, parce qu'il y a des engagements tenus. Soyons fiers de tenir la promesse de François Hollande de créer 60 000 postes d'enseignants au cours de ce quinquennat. Soyons, mes chers amis, reconnaissants envers nos enseignants, ces milliers d'hommes et de femmes animés d'une des plus belles vocations, mais souvent confrontés à des difficultés immenses. Mais ils savent et ils doivent savoir ce qu'un pouvoir de droite fait quand il gouverne et comment il les traite, et ils doivent reconnaître aussi ce qu'est la gauche au pouvoir quand elle agit pour l'école et pour les enseignants. Après le primaire, nous avons réformé l'éducation prioritaire, là où les établissements concentrent
les enfants les plus modestes. C'est là qu'il faut agir pour aider ceux et celles qui en ont le plus besoin. La réforme des collèges est venue consolider cette refondation de l'école, cette grande et belle réforme des collèges, portée par un des talents de ce gouvernement, portée par Najat Vallaud-Belkacem. Et je lui dis qu'elle poursuive, qu'elle continue son travail, qu'elle en débatte, bien sûr, mais qu'elle ne se laisse pas impressionner par tous les anciens ministres de l'Éducation nationale. Ah, les anciens ministres, on le sera tous un moment ou l'autre, anciens ministres, mais souvent, pas tous, mais souvent, et je pense surtout à l'un d'entre eux qui a été ministre, qui n'a rien fait, qui n'a rien réformé, sinon qu'il a essayé de mettre en cause la laïcité, tous les anciens ministres qui parlent et qui n'ont rien fait. Alors Najat Vallaud-Belkacem, avec nous, elle agit et elle réforme. Et puis, bien sûr, il y a l'évolution des programmes. C'est un vrai débat. L'histoire que nous transmettons à nos enfants, notre roman national, comme on dit, est le ciment de notre société. Il ne s'agit ni de l'embellir, ni de le noircir, mais de le transmettre pour former des citoyens libres, lucides, autonomes, pour forger une identité selon la définition de Braudel, une identité fondée sur notre langue, notre littérature, notre culture, notre histoire, notre territoire. Nos enfants doivent bien sûr vibrer au souvenir du Sacre de Reims, lire avec émotion le récit de la fête de la Fédération, mais ils doivent être aussi capables de comprendre le monde d'aujourd'hui avec les instruments d'aujourd'hui. Des talents, il y en a tellement dans notre pays, il y en a tellement dans les familles d'ouvriers ou d'employés, des salariés des classes moyennes. Ces enfants, ces talents, ils doivent pouvoir pleinement s'exprimer. Et notre rôle, c'est de les aider, c'est d'aider les parents, c'est d'aider les familles. C'est ça la mission de la gauche, transmettre le savoir, transmettre des valeurs, faire en sorte qu'au départ, chacun ait la même chance pour pouvoir progresser dans la société. Et notre objectif, dans ce débat brouillé sur l'école, je l'affirme ici, c'est l'excellence, l'excellence républicaine. Et nous devons ouvrir davantage l'accès à la culture, à la création, développer chez tous le goût du beau, le culte passionné de la raison et de la liberté. Ces traits que Jean Cassou prêtait à ce grand ministre que fut Jean Zay, donner du goût aux gens, à la jeunesse, de l'espoir, de l'optimisme, c'est le devoir de la gauche. La gauche, elle ne peut pas être triste, elle ne peut pas se morfondre, elle doit regarder l'avenir avec optimisme. C'est notre mission, c'est notre histoire. Mes chers amis, je parlais au début de l'exigence des socialistes. Cette exigence, c'est celle d'être à la hauteur, comme le furent nos aînés, pour pouvoir, à notre tour, inventer l'avenir. Prenons le temps de rêver à nouveau. Le rêve, ce n'est pas une fuite, c'est un beau voyage. Ce n'est pas un mirage, c'est l'horizon que l'on se donne à atteindre. Et pour cela, nous devons être rassemblés. Oui, rassemblés. Rassemblés derrière le président de la République qui agit avec détermination, sens de l'État, avec la volonté d'apaiser, de protéger les Français. Rassemblés derrière le gouvernement dont je salue les nombreux membres ici présents. Rassemblés derrière notre majorité, le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, nos présidents de groupe, Bruno Le Roux, Didier Guillaume, Pervenche Berès. Rassemblés derrière nos parlementaires, députés, sénateurs, courageux, engagés, loyaux. Rassemblés derrière nos élus, nos responsables fédéraux, nos secrétaires de section, nos militants, nos jeunes socialistes qui agissent au quotidien. Oui, avec vous, moi, je respecte le Parti socialiste et j'aime les socialistes. Je suis militant depuis 1980 et je sais ce que je vous dois et je sais ce que nous vous devons. Vous, militants, adhérents, sympathisants, non, les partis politiques et en tout cas le Parti socialiste n'est pas mort parce qu'il y a des militants, parce qu'il y a des adhérents, parce qu'il y a des sympathisants qui s'engagent,
bénévolement quand il s'agit d'organiser une primaire, une campagne présidentielle. Et je suis convaincu qu'ils seront de nouveau au rendez-vous des combats parce que nous avons besoin de vous. Rassemblés, oui, rassemblés, derrière toi, cher Jean-Christophe, qui remet les idées en marche, qui s'est fédéré au-delà des différences, qui remet le Parti socialiste en mouvement, qui redonne, avec ton expérience, ta force, de l'énergie aux militants et qui a toute la reconnaissance et désormais toute la confiance des socialistes. Soyons rassemblés. Chacun ici y a contribué et doit y contribuer. Ce rassemblement, il ne suffit pas, bien sûr, de l'invoquer comme un mot magique. Les débats vont se poursuivre, sinon nous ne serions pas socialistes. Mais ce rassemblement, il faut le vouloir. Et à la place qui est la mienne, j'y travaillerai toujours. Et comme chef du gouvernement, comme chef de la majorité, j'en serai le garant. Vous connaissez mon parcours. J'ai participé toujours avec enthousiasme à nos débats, dans nos congrès, à la primaire de 2011. J'ai toujours défendu mes idées avec conviction et je viens de le faire encore devant vous. Mais aujourd'hui, j'ai une responsabilité, celle de conduire l'action du gouvernement de la France. Et j'ai une autre conviction. Il n'y a pas d'aventure personnelle, il n'y a que des réalisations collectives. Et vous pouvez être certain de ma loyauté sans faille à l'égard du président de la République. C'est d'abord le fruit de la relation personnelle qui me lie à François Hollande. C'est ensuite, surtout dans ce moment-là, ma conception de la politique. Mais c'est aussi ma conception des institutions de la Ve République. Mais d'abord et avant tout, je veux réussir. Et nous avons le devoir de réussir. Ce que les Françaises et les Français attendent de nous, d'un parti socialiste qui s'adresse à tous, qui parle à tout le monde et qui agit pour tout le monde. La gauche n'est jamais plus belle, plus utile aux Français que quand elle s'adresse à tous, sans sectarisme et sans dogmatisme. Être rassemblé, c'est être plus fort et c'est rendre crédible le message de rassemblement que nous adressons aux Français. Nous avons besoin d'un parti socialiste fort qui fédère la gauche et les écologistes, qui trace un chemin vers une nouvelle alliance ou une maison commune. Oui, cher Jean-Christophe, il faut imaginer ce dépassement qui permette aux progressistes, la forme est à définir, de se retrouver pour préparer d'abord les élections régionales de décembre et bien sûr la présidentielle de 2017. Et plus largement, aujourd'hui, dans ce monde que j'ai décrit, avec ses fractures, ses interrogations, ses doutes, nous devons être le parti de la nation, de toute la nation, de tous les Français. Je disais que nous serions devenus le parti des fonctionnaires, des bobos, des minorités. Non, ce n'est pas ça le Parti socialiste. Nous devons être le parti du peuple, pas de telle ou telle catégorie, au cœur de la nation et donc dans le cœur des Français. Oui, mes chers amis, mes chers camarades, ma conviction, c'est que dans cette époque qui bouge tant, je vous le disais, j'espère vous avoir convaincu, le monde a besoin de la France et la France a besoin de la gauche. Car être de gauche, c'est avancer, jamais reculer. La gauche, c'est progresser et en même temps partager. La gauche, c'est élever chacun. Alors, soyons fiers de ce que nous avons accompli. Soyons fiers de ce que nous allons faire. Soyons fiers d'être de gauche. Soyons fiers d'être français. Fiers de notre beau pays, de nos réussites. Vive la République et vive la France! Voilà.
Voilà Manuel Valls qui salue les sympathisants réunis au congrès de Poitiers. Vous venez de suivre son discours en direct sur iTélé. Un peu plus de 3/4 d'heure. Manuel Valls qui fait applaudir le président et les membres du gouvernement. Un discours de satisfaction, Claude Askolovitch, un discours patriote aussi. Un discours de Sogdem Pride, comme on dit dans le jargon, de fierté social-démocrate, de fierté de gouverner. Comment a-t-on pu penser que Manuel Valls pourrait être mal à l'aise dans ce congrès? Comment un homme qui s'abrite derrière la France, la République, les poilus de 14, les soldats de Valmy, François Hollande qui l'a fait applaudir, pourrait-il être attaqué? C'était un discours d'une extrême habileté, extrêmement politique, dans lequel Manuel Valls n'a rien lâché. C'est-à-dire que ses thèmes favoris, le logiciel de la gauche est définitivement changé depuis la chute du mur de Berlin. Il dit ça depuis des années, il l'a redit. L'amour des entreprises, pas avec ce mot-là, il l'a redit. L'obligation de s'adapter à l'économie, à un monde tellement changeant, il l'a redit. Le patriotisme, la laïcité, il l'a redit. Tout le valsisme, mais abrité derrière ce qui compte. On va écouter Manuel Valls au début de son discours, mettant sa première barrière de protection parfaitement sincère. L'amour du pays, c'était pas un discours socialiste classique, c'était un discours de républicain et d'amoureux de la France. Manuel Valls parlant de notre pays. Nous sommes un grand pays, avec notre belle langue, notre culture qui rayonne dans le monde. Nous sommes un grand pays, avec une grande ambition pour lui et pour le monde. Regardez autour d'elle, au-devant d'elle-même. Ça a toujours été cela la France. La France, c'est une vieille nation, certes, mais c'est un pays jeune. Il y a des difficultés, des défis, bien sûr, mais le champ des possibles est infini. Et ce vieux pays, cette vieille nation qui est en difficulté, certes, mais les socialistes le redressent. Emmanuel Valls explique qu'il avait été très fier d'appartenir au gouvernement héros. On peut sourire quand on connaît la fin de cette histoire, parce que c'est un gouvernement, le gouvernement héros, puis son gouvernement qui redresse la France, que la droite avait laissé partir à volo. On ne l'a pas assez dit à Emmanuel Valls aux congressistes, qui étaient ravis également les congressistes quand il attaquait Nicolas Sarkozy, qu'il ne faut surtout pas laisser revenir, parce que même dans l'opposition, il ferait du mal à la France. Encore une fois, je vous dis, discours d'une habileté totale, au cours duquel il a lâché au Parti socialiste le fait qu'il y aura tentative prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Voilà, cette case-là est cochée, elle est purgée. Et puis, bien évidemment, il y a cette question obsessionnelle, en tout cas des médias, de l'immense popularité de Manuel Valls comparée à l'impopularité relative du président de la République. Et ne faudrait-il pas envisager un changement de rôle? Pas du tout. Manuel Valls a terminé son discours, évidemment, en évoquant les attentats du 11 janvier, mais on parlait de sa loyauté absolue vis-à-vis de ce président de la République, François Hollande, qui l'avait fait applaudir dès le début de sa péroraison. Manuel Valls, après la France, dressant son deuxième bouclier, François Hollande lui-même. Écoutons. On entendra un petit peu plus tard Manuel Valls. On va d'abord retrouver Myriam Okawa. Myriam, vous avez donc assisté au discours de Manuel Valls, chaleureusement applaudi par les militants. J'ai pas de retour. Myriam Okawa, on va tenter de... Mettez le son, Hollande. On va revenir sur ce discours de Manuel Valls. Vous le disiez, Claude, Manuel Valls qui fait applaudir François Hollande ainsi que les membres du gouvernement et même Vincent Peillon et même Jean-Marc Ayrault. Il a fait applaudir tout le monde et je vous dis, le gros morceau, c'était une habileté, mais c'était bien fait, c'était au début du discours. Quand Manuel Valls, on disait à l'instant, avant notre duplex raté avec Myriam Okawa qui va revenir et qui va voir comment les militants ont réagi au discours de Manuel Valls, c'était quand le Premier ministre a mis en avant la figure du président de la République. On va l'entendre, vous allez voir, c'était extrêmement bien fait. Aujourd'hui, il y a ce rassemblement, c'est une force pour le chef de l'État, c'est une force pour le gouvernement, mais c'est d'abord une force pour le pays. Vous allez au match du Parti socialiste, M. Valls, mais il y a des hommes et des femmes qui sont dans le Parti socialiste, je suis chef du gouvernement. Vous n'avez pas cité Emmanuel Macron. Par sa juve. Chaque chose en son temps. Ne mélangeons pas les choses. Attendez, moi j'ai des compliments à lui faire. Oui. Non. Oui. Oui. Vous y allez. Non. Restez pas avec les socialistes. Je serai là. Allez, on avance. Je serai là en grande partie de l'après-midi. Mais je ne pense pas que ça soit très intéressant. Attention. Allez, s'il vous plaît. Que ça recule. Par ici. Non, par là. Hop. Là, on est sur les tables. Voilà. Allez,
reprend tout de suite, on débriefe. On tourne devant la table blanche. Image un petit peu mouvementée qui nous vient du congrès de Poitiers avec Manuel Valls au milieu des militants juste après ce discours qui a duré donc 3 quarts d'heure et le Premier ministre qui vient de confirmer qu'il fera bien le déplacement à Berlin ce soir, un aller-retour pour assister à la finale de la Ligue des Champions entre la Juve et le Barça. Ça, c'est du plaisir et du storytelling personnel. Manuel Valls, ne l'ignore, est supporter du Barça. Voilà, c'est redit. Voilà. Il y a des petits plaisirs qu'on ne se refuse pas. Il a fait la partie la plus facile de sa journée. Un match de foot, ça dépend moins de lui. Simplement, et pour résumer, discours Manuel Valls a repris tous ces thèmes. Le patriotisme, l'obligation de réformer, l'amour des entreprises. Il l'a fait en s'inscrivant non pas dans une perspective socialiste, même s'il a dit son amour aux socialistes, mais dans une perspective de progressisme républicain, presque du radical socialiste. On l'a même entendu vanter l'effort des poilus de 14, et puis que la France était un grand pays et que la gauche n'était grande que quand elle épousait la grandeur nationale. Valls, tel qu'en lui-même, et qui s'était rendu inattaquable devant le Congrès, par des habiletés et des sincérités sémantiques. La France, le président de la République, il a fait applaudir, et la droite, bien sûr, qu'il ne faut pas laisser revenir, surtout si cette droite s'appelle Nicolas Sarkozy. Exercice parfaitement plié, emballé. Maintenant, il peut aller voir le football, le Premier ministre. Et justement, le foot, on va en parler dans quelques instants avec Pascal Praud et ses chroniqueurs. C'est 13h Foot tout de suite, à suivre.